Imaginez un monde nommé Terre, où le soleil brille de moins en moins, où son éclat et sa chaleur se retrouvent amoindris, comme si un cancer le bouffait de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, le soleil se meurt, et les rayons verts lumineux de la lune sont suffisants à éclairer le chemin des pèlerins et autres badauds dans la ville de Nessus. Un homme, horrible par son éducation, vivant dans un monde non moins horrible, se rend petit à petit compte de sa nature et tente, au fil des livres, de s'améliorer. Je suis un homme mauvais qui tente de devenir bon. Pour paraphraser notre Sévérian, héros, anti-héros, protagoniste de la saga nommée Le Livre du Nouveau Soleil. Vous êtes sur les Saignées d'Alucard, bienvenue. Tout d'abord, qu'est-ce que le Livre du Nouveau Soleil ? Certains diraient qu'il s'agit de 4 livres. Dans l'ordre, le premier, L'ombre du bourreau. Le deuxième, La griffe du demi-dieu, titre ô combien mal choisi. Le troisième, L'épée du licteur. Et le quatrième, La citadelle de l'autarque. Personnellement, j'ajouterais bien volontiers Le Nouveau Soleil de Terre, sorte de 5e ouvrage, qui est une suite directe, qui contient à son tour une suite, Mais avant toute chose, il convient de parler de son créateur, Gene Wolfe. C'est lui. Jolie moustache, non ? Né en 1931, il participe à la guerre de Corée et inutile de dire que ce ne fut pas une partie de plaisir. Mais on lui doit aussi les chips Pringles, ce qui n'a absolument aucun rapport mais c'est toujours fun à dire. Né dans son imaginaire à l'origine sous le titre Le Festival ou Le Festin, mais Festival correspondrait plus, de Sainte-Catherine, cette nouvelle devait faire en tout et pour tout à peu près 40 000 mots, mais il décida de l'allonger. Quoi qu'il en soit, cette saga raconte les aventures de Sévérian, un jeune bourreau exécuteur qui se retrouve exilé de la guilde des bourreaux. Il faut croire que s'enticher d'une prisonnière n'est peut-être pas de bonne aloi. Mais tu crois que ça va rendre service à qui tes conneries ? On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Wolfe, via sa magnifique prose, fait usage d'un narrateur non fiable. Toutes les aventures sont narrées par Sévérian. En creusant suffisamment, on se rend compte qu'il existe des incohérences dans le récit, et cela dès le premier chapitre. Un exemple parfait, au départ il était seul, ensuite un autre personnage le rejoint, et à la fin du chapitre, le nom donné se retrouve être un autre. Alors est-ce que Sévérian mentirait, ou est-ce qu'il est totalement tarax ? Pour être honnête, c'est peut-être un peu les deux. Il y a aussi toute une dimension géopolitique et militaire à l'œuvre, notamment avec les Asiens. Les Asiens sont un peuple d'Amérique du Nord qui envahissent l'Amérique du Sud. C'est très grossièrement dit, mais c'est ce qui se passe. Mais on me demandera, Grand Alucard, dis-moi, quel est donc ce style littéraire ? À quel genre appartient-il ? Eh bien, je préfère ne pas répondre. Entre Jack Vance, Jorge Luis Borges. Je vous laisse admirer et juger de mon espagnol. Faut dire qu'il avait bon goût, le Gene. Par contre, je dirais que l'une des premières choses qui nous saute aux yeux dans ces livres, c'est que c'est très couillu. Dans un monde où les préféminats sont attribués pour le simple fait d'avoir des ovaires et d'avoir écrit quelque chose de lisible, ou bien que les jurys du prix concours jugent les ouvrages de leur mari, ce qui pose un petit problème éthique, dans un monde où la narration est entièrement uniformisée et où l'imagination est castrée, et disons-le franchement, ça fait du bien, un peu comme rencontrer Conan le barbare entouré de titis parisiens. Gene Wolfe prend aussi le lecteur à contre-courant. Les écrivains de science-fiction sont le plus souvent des athées, menant une croisade aux religions en l'assumant plus ou moins. Il faut les comprendre, cela demande un petit peu de courage. Converti très jeune au catholicisme, Wolfe n'hésite pas à parler de sa foi, à dissimuler des passages bibliques via de longues méditations de Sévérian, le tout en utilisant à la fois un vocabulaire riche et à la fois antique, entre guillemets. On y retrouve des mots latins, des mots vagues tels qu'un destrier. Le mot destrier n'est pas vague, non, bien entendu. On s'attend à un canasson, à un cheval de bataille, mais un destrier avec des défenses et des sabots fendus, j'avoue que c'est quelque chose que j'imagine assez mal. Je pense qu'il serait assez horrible de ma part cette fois
de vous divulgacher l'intrigue et les mystères du monde d'auteur. C'est une expérience qui doit se vivre pleinement. Il faut s'immiscer dans le livre, être entièrement immergé dans son univers, comprendre le procédé de pensée de Sévériane, ses doutes, ses craintes, ses colères aussi, ses envies, ses erreurs, ses échecs. On peut aussi très facilement rajouter ses péchés, mais aussi son côté christique qu'il prendra un petit peu de force. Avant de vous lâcher dans les rues labyrinthiques de Nessus, je vais toutefois faire une petite comparaison. Theur ressemble bien évidemment à Terre. Dans la version anglaise, c'est Urs qui ressemble au Ers anglais. Et en réalité, ce simple fait est assez chargé d'implications. Surtout si on regarde les cartes qui sont dans certains des ouvrages. Alors pas dans tous les ouvrages, j'ai les éditions intégrales de Noël. Mais il est tout de même assez évident de constater que Nessus se situe en Argentine. Mais j'espère en tout cas que cette courte vidéo de présentation vous aura au moins un minimum intrigué sur le potentiel de cette œuvre, qui m'a entre autres fait introniser Gene Wolfe au panthéon de mes auteurs favoris du siècle dernier, et à la première place.